Bonjour Jean-Michel, Bon. merci de nous recevoir chez toi. Je dirais presque dans la pouponnière, puisque je viens de visiter tes bureaux des jeunes, dans tous les bureaux, une dynamique d'enfer, c'est super quoi. Tu vas nous expliquer un petit peu l'historique de la famille déjà, Seigneurie, puisque vous êtes quand même une dynastie sur le territoire. Vous êtes une entreprise très importante chez nous, et puis après on déroulera par rapport à la crise, par rapport à tout un tas de sujets. Allez, je t'écoute un petit peu sur l'historique. On est là pour toi, Jean-Michel, ce matin. Merci Antoine et sois le bienvenu à toi et tes équipes au sein de l'entreprise Seigneurie, donc entreprise familiale créée en 1965 par Paul Seigneurie, mon grand-père, qui était à la base chef d'équipe chez Alstom et qui a décidé un jour d'enlever la Dina à l'époque dans le garage de ma grand-mère, d'installer une tour à ruban et l'aventure a commencé et les premières pièces sur lesquelles il a travaillé en s'installant étaient déjà à l'époque des pièces du Concorde, chose qui serait complètement impossible aujourd'hui. Puis l'entreprise s'est développée, mon père en a pris la présidence en 1987 et j'en suis moi le président depuis maintenant une quinzaine d'années. Voilà. Très bien. Donc installé sur le territoire depuis 35-57 ans. Ouais. Tu nous inviteras donc pour les 60 ans bientôt. Avec plaisir, avec plaisir. Une grosse paella certainement. Dis-moi juste, on vient de vivre des périodes, quel que soit le métier, très très compliquées. J'ai vu que tu as su changer, tu as été le caméléon du département de l'industrie, tu as tiré, tracté tout le monde. Tu es passé de pièces pour l'aéro à des distributeurs, c'était quand même à des distributeurs de gel. Raconte-nous un petit peu tout ce que tu as vécu là pendant 24 mois. On a compris, quand on a vu les images sur la chaîne 15 de BFM TV, des aéroports vides avec les avions cloués au sol, que pour nous qui sommes dépendants à 99% de l'aéronautique, ça allait être grave. Donc la priorité quand même a été de mettre en sécurité sanitaire, parce qu'on ne savait pas ce qui nous tombait dessus, l'ensemble du personnel. L'acte 2, ça a été de mettre en sécurité financière l'entreprise. De ce côté-là, clairement, les PGE nous ont aidés à rester juste vivants. Et acte 3, pendant le confinement, on a commencé à essayer d'imaginer et d'inventer un peu le monde de demain, alors de manière assez modeste. Donc j'ai demandé à 3 jeunes rattachés, un aux achats, un à la qualité et un aux méthodes et à l'indus, si vous voulez, quand ça a été possible, revenir travailler. Donc ils étaient là tous les 3 et ils ont inventé des choses, dont le distributeur de gel hydroalcoolique, un des plus qualitatifs du marché. Je fais pas la pub, c'est juste pour expliquer le contexte, mais qu'on n'a pas su vendre parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, nous, on ne sait pas vendre. On sait fabriquer, on sait livrer des commandes, mais on ne sait pas aller les chercher directement. Dans l'aéro, Airbus te passe des pièces, ainsi de suite. Mais ça nous a permis de réfléchir à des choses, et ce que ça donne aujourd'hui, le mobilier outdoor qu'on développe. Alors ça reste très confidentiel notre activité, mais ça permet quand même de sortir un petit peu de cette grande dépendance aéronautique, que même nos donneurs d'ordre de l'aéronautique d'ailleurs nous demandent de quitter, pour justement, en cas de crise future, pouvoir essayer de rebondir un petit peu autrement. Tu disais qu'on t'inviterait à manger la paella pour les 60 ans de l'entreprise. J'espère juste qu'on aura les moyens dans cette paella de ne pas mettre que du riz. Qu'on aura les moyens d'y mettre du poulet, des moules, des calamars. Parce que c'est vrai qu'on sort d'une période très compliquée et difficile, hein, où nos trésoreries pour des petites boîtes familiales comme nous est complètement exsangue. Qu'on fait face à l'augmentation et à la pénurie de matières premières, qui est là notre base, hein, et qui pèse 50% du poids de nos pièces. Et donc, les choses sont toujours très très difficiles et compliquées, et même si les carnets de commandes redémarrent, il ne faudrait pas, je dirais, qu'on meure de surplus d'activité, et donc avec un B à faire forcément très très lourd. Donc, les messages qu'on fait passer, surtout en ce moment, parce que je vois défiler à peu près toutes les personnes qui souhaitent s'occuper du département de la circonscription, c'est ne nous tuez pas après nous avoir laissés vivants, quoi. D'accord. Et les clients, à ce moment-là, ils vous aident un petit peu au niveau matériaux, ils prennent les commandes et ils vous rétrocèdent les matériaux pour que vous puissiez les travailler, ou ils vous laissent le paquet cadeau, le bébé et l'eau du bain? Il y a les déclarations d'amour et il y a les actes d'amour. La déclaration d'amour dans la filière aéro, elle se passe plutôt bien. Airbus dit, on a figé les prix, on a donné les consignes aux sous-traitants de matières premières et on a donné les consignes à nos ETI pour vous aider. Dans la réalité, il y a un décalage, c'est-à-dire qu'on nous demande d'acheter et on nous dit acheter et en fin d'année on verra, on régularisera, sauf qu'on peut pas vivre d'espoir à ce niveau-là. Donc la tendance qui se dégage va dans le bon sens, mais c'est un énorme paquebot l'aéronautique, et en fait nous en bas de chaîne qui fabriquons,
ben, on supporte tout le BFR alors qu'on est les plus petits et donc les plus fragiles. Et avec les bilans 2020, tous les fabricants de matières premières, puisque dans l'aéro pèse rien dans le monde du métal, ben, nous demandent des paiements après réservation et c'est très très difficile en ce moment en trésorerie. Et c'est l'enjeu. Pendant cette crise, tu as fait comment pour garder tous ces jeunes, puisque c'est pas des gamins qui arrivent maintenant, les ingés que j'ai vus ce matin, ils sont tous avec le sourire, la banane. Tu me disais que tu as licencié personne, c'est quand même assez exceptionnel. Il y a des corps de métier ici sur le territoire, c'est vrai qu'on est plus PME que grands groupes. Les grands groupes, on a vu comment ça s'est passé. Première petite vaguelette, ils ont pris la pelle et ils ont dégagé tout le monde. Alors on a fait quand même un petit plan social. Pour nous, le Covid, ça s'est traduit par division en 2 du chiffre d'affaires. On est passé de 18 millions à un peu moins de 9. Bon. On n'a pas voulu toucher à nos opérateurs de production. C'est-à-dire que tous les gars qui produisaient, pas touchés. On a fait un plan social qui aurait dû être à la base discuté et avec nos partenaires financiers de 40 personnes, qui est limité à 17, dont la moitié en départ volontaire. Et donc on a dû taper dans quelques fonctions de support, bien sûr arrêt des intérims, et on a gardé tout le monde sous cloche avec les dispositifs d'APLD, chômage partiel, ainsi de suite, qu'on a aujourd'hui. Et là, on relance une vague d'embauche, les jeunes que tu vois, beaucoup par de l'alternance, beaucoup en s'appuyant sur des stagiaires RNI, sur des UT. On a quand même la chance dans ce département d'avoir un écosystème de formation qui est pas parfait, rien n'est parfait, mais qui, je pense, est bien meilleur et bien plus intéressant que dans d'autres régions. Il faut s'appuyer dessus. C'est un point fort du département, oui. Bien sûr. L'IUT, je te rappelle que je suis le président, oui. Et l'ENIT avec qui on est en train de s'associer. Et voilà. Et tout ça, c'est vrai que c'est pas parfait, mais de les avoir ici. C'est top. Voilà, c'est top. Et c'est sur ça qu'il faut qu'on se batte tous, et qu'on regroupe nos forces pour continuer à avancer de ce point-là. Donc, tu nous disais carnet de commande reparti. Oui. Donc, tes perspectives sur le long terme, là, sur 2-3 ans, si tu pouvais. On espère retrouver notre niveau de chiffre d'affaires d'avant-crise courant 2024. C'est-à-dire à peu près un an et demi avant de ce que donne le secteur aéronautique, puisqu'on est en début de production, en début de chaîne. Ce qu'on espérait, nous, c'est être moins dépendant du secteur aéronautique au sens large. Ça sera compliqué parce que finalement, on se retrouve absorbé par l'aéronautique, mais qu'à l'intérieur de cette sphère aéronautique, on soit beaucoup plus diversifié. Peut-être moins dépendant des programmes Airbus. Aujourd'hui, on travaille bien avec Dassault. Moins dépendant également de ce qu'on appelle l'aérostructure, c'est-à-dire les pièces structurelles de l'avion, pour davantage travailler sur l'aménagement de cabines et sur l'intérieur des cabines. Voilà. Donc, se diversifier à l'intérieur de l'aéronautique. Et on a lancé également un laboratoire d'impression 3D polymère. C'est très technique, moi je m'y perds aussi, où pour la première fois, on a un doctorant de l'ENI qui doit nous aider, en fait, son sujet de thèse, c'est comment des pièces métalliques d'avion demain peuvent être faites en additionnant des polymères, et voilà, travailler sur les caractéristiques. C'est pour nous une évolution phénoménale. Phénoménale. Moi, quand je suis entré dans la boîte chez Seigneuret, j'étais le seul bachelier en 1996. Là, maintenant, tu as des recrutements à Bac+2, Bac+3. Également d'autres, qui sont compagnons d'atelier, mais ça monte, ça progresse. Et il faut qu'on ait cette montée, comme dans tous les secteurs, tu dois monter en gamme si tu veux continuer à exister et intéresser quand même tout un écosystème. Très bien. Donc, quand on entend dire les métropoles, tous les jeunes dans les métropoles, comment tu fais, toi, tu nous as pas dit comment vous étiez là, au niveau d'effectifs, tu nous as donné ton chiffre d'affaires, mais comment tu fais pour faire venir des ingés et plus à AD? J'arrive pas qui est pas le centre du monde, mais qui est à côté de Lourdes. Mais quand même. Je peux pas y arriver tout seul. J'y arrive déjà avec une réputation d'entreprise. 55 ans d'une entreprise familiale qui a le même nom et qui a une image. Cette image, elle est plutôt d'une image d'une entreprise où les choses se passent bien, où on vit bien. Alors, quand je dis on vit bien, je parle pas que de rémunération. Je parle de tout le reste. Je parle de la convivialité. Je parle d'un esprit d'équipe. Ça, c'est une chose. Et après, il y a l'attractivité du territoire sur lequel il faut qu'on travaille. Un territoire aujourd'hui est attractif, le nôtre, pas parce qu'on est à 1 heure des stations de ski ni à 1 heure de la mer, mais c'est parce qu'on est attractif parce qu'on doit travailler sur l'emploi du conjoint, sur les offres de santé, sur les offres scolaires. Là, il y a un vrai travail qui commence à se mettre en place, mais qui doit se poursuivre. On sera attractif si on crée tout un écosystème favorable, et à ce moment-là, les offres d'emploi qui sont chez Daher, chez Alstom, chez CAF, chez Seigneuret, chez d'autres, trouveront preneur parce que c'est un projet familial. C'est pas nous, bien sûr, mais c'est tout l'écosystème qui doit se mettre en fonctionnement pour que ça marche.
Tu n'es pas seulement chef d'entreprise sur le territoire, tu t'es impliqué dans la vie de la cité depuis de nombreuses années, tu es maire de cette belle ville d'Orgue, et par ailleurs, qu'est-ce que tu comptes faire de ta vie? Parce que être chef d'entreprise, rentrer en politique et tirer comme tu tires depuis de nombreuses années, quels sont tes objectifs ou tes envies? À titre personnel? Ouais, à titre personnel, parce que ça joue énormément sur l'entreprise. Alors, je crois que et c'est tout à fait normal parce que c'était ma responsabilité de chef d'entreprise, mis sous cloche, je dirais, d'autres ambitions aujourd'hui que d'assurer la pérennité du groupe familial dont j'ai la charge parce que on a quand même pris une sacrée châtaigne. Donc ça, je dirais, pendant 2-3 ans, le temps que les choses retrouvent le rythme normal, m'empêche de réfléchir, je dirais, plus profondément à autre chose. La vie de la cité me plaît énormément, mais de tous mes mandats, celui qui me plaît le plus, c'est celui de maire. Parce que c'est celui sur lequel je partais avec le plus, je dirais, avec le moins d'acquaintance, parce que je savais pas ce que c'était qu'un fêtage quand je suis arrivé à la mairie de Orgue, je l'avais pas dit Orgue. Et c'est celui qui me plaît le plus parce qu'il y a un vrai contact dans la vraie vie. Le danger dans ce qu'on fait, dans nos métiers, c'est qu'on se fasse de l'entre-soi et qu'on se déconnecte de tout. Moi, rien ne remplacera un verre de Ricard tiède dans un gobelet en plastique éco-responsable à la buvette du foot à Orgue ou à Odos. J'ai besoin de ça parce que sinon on devient un peu con des fois. Moi j'ai besoin de ça. J'ai un premier adjoint qui me suit depuis 2008, qui avait 34 ans quand j'ai mis premier adjoint, qui aujourd'hui est chef d'équipe chez Seigneuret et qui est l'anti-moi, ou je suis l'anti-lui. Il est chasseur, pêcheur, il parle fort, truc. Mais quand on est tous les deux, là, je pense qu'on peut réussir à faire des choses très sympas. Et j'ai besoin de garder ça. Après, j'ai bientôt 50 ans, je suis encore très jeune, mais j'ai mon petit frère qui vient d'arriver dans le truc familial, qui a envie, qui a 13 ans de moins. Donc peut-être que ça réduira finalement mon départ et mon désengagement, mais voilà, c'est pas l'ordre du jour pour l'instant. D'abord parce que le contexte économique et la difficulté post-Covid est toujours présente. Donc les choses se feront comme elles se feront, avec quand même en priorité le territoire. Je n'aurai pas d'aventures personnelles qui peuvent m'isoler dans un grand palais parisien ou je ne sais quoi. Les pieds sur terre, le bon sens paysan. Ouais. Et si tu aimes le Ricard tiède, on va t'inviter à la Fédération du bâtiment. Et parfois, le soir, après le conseil, tu sais comment on le joue, au MEDEF, l'Union des entreprises, il y a souvent un manque de glace, tu prendras du Ricard tiède, t'inquiète pas. Je suis pas peut-être aujourd'hui l'administrateur le plus actif du réseau en présentiel, mais à un moment donné, c'est un bruit qui se diffuse. Et quand je suis à la CCI, quand je suis à Initiative Pyrénées, quand je suis au département, je suis aussi UMM, je suis aussi MEDEF, et les gens le savent très bien. Et cette parole-là, je dois la porter à l'extérieur aussi. Ça qui est important. Je t'ai toujours excusé parce qu'on vit une période de tous, et on sait comment ça se passe. Donc venir faire des conseils de temps en temps, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais tu es très très impliqué dans la vie de la cité, donc tu es largement, très largement excusé, Jean-Michel. Sur l'entreprise, est-ce que tu vois d'autres sujets Non, on a parlé des effectifs. Alors aujourd'hui, les problématiques des entreprises de nos tailles, en fait, la problématique d'une entreprise aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la bonne taille. Et dans l'aéronautique, qui est le secteur que je connais le mieux, avant crise, une entreprise de 120-130 personnes avait une vraie difficulté de positionnement. Trop petite pour être une ETI et rester collée au grand groupe, mais trop grosse également pour que les ETI te sous-traitent des pièces parce qu'il y avait toujours des plus petits que toi et donc plus positionnés. Post-Covid, avec des cadences différentes et un marché qui a évolué, on a une taille qui intéresse. Donc la seule question, moi, que je dois me poser, c'est ce qu'il y a à la place sur ce territoire, dans les métiers qui sont les miens, l'usinage, la chaudronnerie, l'assemblage métallique, pour une boîte de 150 bonhommes posés, avec un ADN aéro, mais pas que. Comment les autres filières, le ferroviaire, ainsi de suite, conçoivent la sous-traitance en local? Quelle est leur responsabilité par rapport à ça? Est-ce qu'ils vont comprendre qu'ils ont une responsabilité par rapport à ça? Est-ce qu'on va réussir à leur faire comprendre qu'ils ont une responsabilité par rapport à ça? Une action politique peut-être? Une action politique sûrement, mais pas violente, dans le respect d'un groupe qui investit sur le territoire, mais en répétant, je crois beaucoup à la répétition des choses, en répétant les messages. Certains finiront par entrer, j'en suis sûr. Et Jean-Michel Seigneuret, le groupe Seigneuret, acteur du territoire, tu y es plein pot. Tu vois d'autres sujets, Jean-Michel, à aborder? Non, aujourd'hui, moi je pense que les messages qu'on doit porter tous, que ce soit au niveau des syndicats, au niveau des chambres consulaires, c'est le PGE,
Aujourd'hui, l'État n'a pas déboursé un euro sur les PGE. C'est les banques qui ont porté le PGE. L'État doit poursuivre la garantie, l'étaler sur 10 années à partir du 1er janvier 2023 pour les entreprises et les filières qui en ont vraiment besoin. Voilà, je pense que c'est très important. Sinon, on nous aura maintenu en vie pour nous tuer 3 ans plus tard. Ça s'appelle du palliatif, ça n'a aucun intérêt. Sauvons l'emploi sur ce territoire et Ouais. accompagner les entreprises. Jean-Michel, je te remercie de nous avoir reçus chez toi ce matin. C'était très sympa. Merci pour le café. Merci à Léo d'avoir installé encore une fois. Il est arrivé hier soir. Hein, cette tenue, ils auraient pu le comprendre. Je te remercie, à très bientôt et à très bientôt au Conseil du MEDEF et de l'Union des entreprises. Merci Antoine, et vous êtes ici chez vous.